ça nous amène à Taba Taba, le roman dont nous allons parler essentiellement ce soir avec Patrick Deville, sorti en août de l'année dernière. Après avoir fait une fois le tour du monde, Patrick Deville ressent le besoin de revenir vers le point de départ, là d'où tout est parti, à savoir la France, le centre de gravité d'un empire colonial construit pendant plus d'un siècle. Vous remarquerez, soit dit entre parenthèses, que les titres des romans que j'ai cités se terminent tous en A, et surtout qu'ils ont, à l'exception de Peste et Choléra et de Viva, 4 syllabes. Taba Taba ne se soustrayant pas à la règle. Taba Taba, donc, un titre qui ne trahit pas, contrairement à Kampuchea, par exemple, de quoi va parler le roman. Soit dit en passant que quand les personnages des livres que j'ai cités plus haut voyagent, Patrick Deville voyage aussi, mettant ses pas dans les leurs, ce qui, dans le va-et-vient vers eux, permet de glisser le présent dans les romans. Et s'il faut prendre avion, train, bus ou bateau pour suivre Walker, Brazza, Yersin et les autres, dans Taba Taba, c'est une vieille Passat, Volkswagen, qui fera l'affaire, puisque l'itinéraire reste hexagonal. Nous aurons tout de même plusieurs couches de temps correspondant à autant de générations de l'arbre généalogique des Deville, dans une France donc qui, et l'histoire du XXe siècle est ainsi faite, est ébranlée par les guerres mondiales. Voilà donc Patrick Deville sur la trace des siens, et je n'en dirai pas plus, car ce sera à lui d'en parler. J'ajouterai encore peut-être ceci, avant de lui donner la parole. Patrick Deville écrit des romans, mais non de la fiction. Fiction à laquelle il s'est adonné avant qu'il ne commence ce cycle des grands voyages. Pour ceux qui voudraient aller voir, je leur conseille de lire ces livres, d'ailleurs réunis, eux aussi, en 2017, sous une seule couverture. Je parle de Cordon bleu, Longue vue, Le feu d'artifice, La femme parfaite, et ces deux-là parus tous chez Minuit, alors que le cycle dont il sera question ce soir, et dont Taba Taba est le point culminant provisoire, puisque Patrick Deville est de nouveau en route, apparu dans la collection Fiction et compagnie. Vous êtes, Patrick Deville, plutôt du côté compagnie que de fiction, fondée, ça vous le savez, par Denis Roche aux éditions du Seuil. Comment alors faire des romans alors que rien à l'intérieur n'est inventé? Voilà une des questions à laquelle répondra Patrick Deville, mais avant, cher Patrick, je voudrais te poser celle-ci. Tu dis vers la fin de Viva qu'on écrit toujours contre l'amnésie générale, mais aussi contre sa propre amnésie. Est-ce cela qui est à l'origine de votre métamorphose en tant qu'écrivain fuyant la fiction, inauguré en 2014 avec votre livre Pura Vida? 2004. Pardon? 2004. 2004, oui, j'ai dit. 14. Oh là là! Oui, enfin, la littérature a toujours énormément à voir avec la mémoire, effectivement. La mémoire du monde, la mémoire des hommes, la mémoire des cultures, la mémoire des pays, mais aussi la mémoire des individus, la mémoire des personnes. Et il y a dans cette ambition de ce cycle, effectivement, également, cette ambition de consigner une mémoire. Alors une mémoire de la planète, si tout va bien, en tout cas de différentes zones de la planète, évidemment, elle est inépuisable. Il s'agit en effet de... Bon, ce qu'il y a de commun à ces livres, puisqu'il s'agit d'un projet extrêmement long, si tout va bien, c'est un projet de 12 titres destinés à ne constituer au bout du compte qu'un livre unique, avec un projet d'ensemble conçu depuis très longtemps. Taba Taba est donc celui du milieu, le 6e sur les 12,
Et depuis le début, il était prévu, enfin je souhaitais que cela fût la France, tout simplement parce que je suis un écrivain français, que ma mémoire est une mémoire française. Et comme tu l'as dit, Jean, les premiers ont constitué un tour du monde de l'ouest vers l'est. Et Taba Taba est une espèce de demi-tour à la fois sur moi-même, sur la France, avant de repartir pour un deuxième tour du monde des 6 prochains, pour un tour du monde cette fois-ci de l'Est vers l'Ouest. Ce qu'il y a de commun à ces livres, en effet, mais tu l'as dit, c'est qu'ils sont sans fiction, il n'y a pas une virgule de fiction. Tous les événements, tous les personnages, toutes les dates sont vérifiables, tous les lieux évidemment aussi, je n'écris jamais sur un lieu que je n'ai pas vu. Ce qu'il y a de commun également à ces livres, qui bien sûr peuvent se lire indépendamment les uns des autres, peuvent être lus dans le désordre de la parution, mais néanmoins, ça n'est pas la même chose si on les lit dans l'ordre, c'est qu'ils commencent tous en cette année 1860 jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui, bien évidemment, fuyant de livre en livre, puisque le premier de ce cycle, Pura Vida, en Amérique centrale, s'arrête en 2002, et que le dernier, Taba Taba, s'arrête en mars 2017. Et qu'il y a, voilà, ainsi cette... alors je l'imagine comme une suite de 4 trilogies, et j'ai vu qu'à la librairie, j'en suis très heureux, la première trilogie est là. Cette trilogie, c'est les 3 premiers, Pura Vida, Equatoria, Kampuchea, a comme titre Sic Transit, puisqu'il y a un jeu sur cette phrase latine qui ne l'est pas tant, Sic Transit Gloria Mundi, c'est un peu le sujet de ce cycle que de voir passer pendant 1 siècle et demi la gloire du monde. Oui, tu as souligné encore une fois que ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment du réel. Ah, est-ce que j'ai perdu? Non, je n'ai pas perdu mon micro, je croyais. Pourtant, sur la couverture, donc, et tu le dis aussi, hein, c'est écrit roman. Comment fait-on un roman sans fiction? Ainsi, quoi. Je le démontre par la réalisation de ces livres. Il n'y a effectivement là-dedans aucune fiction. Mais par contre, je tiens beaucoup à ce que soit écrit sur la couverture roman. On peut aussi, et dans l'édition française, il arrive qu'on ne mentionne aucun genre littéraire sur la couverture. C'est également possible, ça serait possible. Mais quand on ne mentionne aucun genre littéraire, souvent cela renvoie au récit. Or, dans mon idée, c'est trop restrictif, récit. Et donc, ce que j'ai cherché pendant très longtemps, hein, puisque là je suis au milieu, comme je le disais, de ce projet qui est assez long, puisque je voulais arrêter Taba Taba, qui est le milieu du projet, le 21 février 2017, parce que Pura Vida commence le 21 février 1997. Donc je voulais arrêter au milieu de ce cycle, 20 ans jour pour jour après le début de ce cycle. Finalement, j'ai eu un peu de retard, et comme je ne triche pas, je le mentionne, et Taba Taba se termine le 11 mars 2017. Ce qu'il y a également de commun à ces livres, enfin dans cette forme, pour en revenir à cette interrogation sur le roman, c'est qu'ils sont constitués tous de chapitres très courts, qui tous sont introduits par un titre en gras sans majuscule. Et ce que j'ai cherché pendant longtemps, puisque donc ce projet-là est embarqué depuis 20 ans,
Mais avant, et comme tu le mentionnais, j'ai publié des romans de fiction aux éditions de Minuit. Donc aux éditions de Minuit, c'est-à-dire de la littérature post-nouveau roman, de la littérature expérimentale du XXe siècle, qui ne me satisfaisait pas. J'ai donc mis des années à chercher cette forme nouvelle. Et la plus grande exaltation, la plus grande jubilation pour moi dans ces livres, à leur invention et à leur écriture, et je l'espère évidemment pour quelques autres à la lecture, c'est que je peux, d'un chapitre à l'autre, encore une fois, ce sont des chapitres très brefs, passer d'un genre littéraire à un autre. Que ce que je cherchais, c'est en effet une forme qui me permit de jouer comme on joue de différents instruments, qui me permit de jouer de tous les genres littéraires. Il y a du récit historique, il y a de la biographie, il y a de l'autobiographie, puisque le narrateur vieillit. Ce narrateur en première personne qui s'appelle Patrick Deville vieillit. Lorsqu'il est avec les sandinistes dans Pura Vida, il est trentenaire. Il y a du reportage, parce qu'il y a des entretiens aussi. Il m'arrive d'organiser réellement des entretiens en prenant des rendez-vous, en enregistrant des conversations, en les retravaillant, en ne modifiant là encore pas une virgule. Il y a de la prose poétique, il y a de la description de paysages, ce que j'aime beaucoup faire. Enfin, du journal intime. Voilà. Il y a donc tous ces genres littéraires dont je peux jouer. Or, le seul moyen, enfin le seul mot qui rassemble tous ces genres littéraires, c'est celui de roman. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on aurait écrit poème, enfin, comme le mentionne Proust dans La Recherche. Enfin, il a cette grande admiration des poètes classiques, dans lesquels, je reprends cette phrase dans Taba Taba, dans lesquels des considérations agricoles sont mêlées à des considérations théologiques, etc. Les genres littéraires n'étaient pas encore distingués les uns des autres. Et donc le mot de roman, en français aujourd'hui, enfin, il n'y a de définition que négative, me semble-t-il, du roman. Mais enfin là, on est en train de faire de la critique littéraire, c'est peut-être pas le lieu de réflexion universitaire, mais il n'y a pas de définition positive du roman. Le roman, c'est ce qui n'est pas. Et en effet, ce qui n'est pas du récit, ce qui n'est pas de la biographie, ce qui n'est pas de l'autobiographie, etc., le mot qui résume tout cela, c'est celui de roman. Il y a une histoire et une géographie des genres littéraires. Il y a aussi une géographie. Enfin, les genres littéraires d'une littérature à l'autre ne sont pas exactement traduisibles. El cuento, ça n'est pas exactement short story, ça n'est pas exactement la nouvelle. Chaque littérature a... Donc il y a une géographie des genres littéraires et puis il y a une histoire des genres littéraires. Et c'est vrai que traîne encore cette définition du roman, pour certains se référente au XIXe siècle, au roman français, au roman russe, voilà, le grand roman, à Balzac, à Tolstoï, etc. Mais déjà, lorsque Claude Simon va à Stockholm, puisque lorsqu'on reçoit le prix Nobel de littérature pour toucher le $1 million, il faut aller faire un discours à Stockholm, que même Bob Dylan a dû s'y plier. Claude Simon, évidemment, sait bien qu'à Stockholm, il est le représentant du nouveau roman français, qu'on attend dans son discours qu'il interroge le genre littéraire du roman. Et à ce moment-là, dans son discours, il prend deux exemples. Il prend L'étranger de Camus et La princesse de Clèves. Et il cherche en quelque sorte quel est le PPDC, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux livres pour que cela soit des romans. Et il en arrive à cette définition extrêmement minimale. On est en 86, personnage fictif dans une action fictive, c'est la seule chose qu'il y a de commun à L'étranger et à La princesse de Clèves. Or ça, c'est 86, et donc l'histoire continue, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je prétends, même cette définition-là est obsolète et qu'il n'est pas nécessaire pour que cela soit du roman qu'il y ait des personnages fictifs
ni des actions fictives. Voilà. C'était peut-être un peu long et pas très intéressant, mais la question était-elle voilà, sur le roman. Non, j'ai même envie d'enfoncer le clou, mais je le ferai peut-être un peu plus tard, parce que je voudrais qu'on entre dans ce roman, hein, dans Taba Taba, le dernier, donc pas le dernier, hein, provisoirement. Hein, il y a la deuxième partie qui va suivre, hein, la deuxième série. Pourquoi cette halte autour de votre ascendance généalogique? Alors, je savais, donc encore une fois, depuis très longtemps, que dans ce cycle, j'en arriverais à ce roman du milieu et que ce serait le français. Ça, je le sais depuis 20 ans. Donc, j'ai eu le temps de m'y préparer depuis 20 ans. D'autre part, je suis devenu écrivain vers l'âge de 7 ou 8 ans pour écrire ce livre. J'avais envie d'écrire autour de ce personnage de Taba Taba. Bon, on peut déjà peut-être dire un mot du titre et de Taba Taba. Enfin, peut-être qu'on va le faire un peu plus tard pour laisser un peu de suspense dans l'air, même si tout le monde a lu le livre. Faisons-le plus tard. Mais donc, il y a beaucoup de récits de vie dans ces livres, de biographies, qui souvent, j'aime beaucoup cet exercice plutarchien, sont écrites en parallèle. Il y a beaucoup de vies parallèles dans ces livres. Et donc, pour écrire des vies parallèles, encore faut-il qu'il y ait... il faut évidemment que ces vies soient différentes, mais il faut qu'il y ait néanmoins des points communs. C'est le cas, enfin, dans Peste et choléra, vraiment les deux vies en parallèle que je voulais écrire sont celles de deux génies. C'est une grande interrogation, ce qu'est le génie. C'est une grande énigme. Et donc un génie scientifique et un génie poétique. Alexandre Yersin, pasteurien, Bacille de la Peste, etc. Et Arthur Rimbaud. Voilà, en cherchant ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent. Donc j'ai écrit beaucoup de vies parallèles comme ça dans ces livres. Et donc j'ai écrit beaucoup de vies de héros et de vies de salauds. Et par contre, pour la France... autant je voyais bien sur un siècle et demi, voilà, de 1860 aujourd'hui, de quels écrivains, par exemple, j'avais envie de m'entourer, quelles lignes littéraires, etc. Par contre, pour les personnages, non, et l'idée m'est venue dès le début d'écrire, non pas, c'est-à-dire les vies, non pas de personnages qui ont fait l'histoire, mais qui l'ont subie. Et donc il se trouve que je n'avais pas au début, quand j'ai commencé ce projet, mais ensuite je l'ai eu par le hasard de la mort d'une vieille tante que je n'ai pas assassinée, qui est morte justement au moment où il était utile pour moi de récupérer ces archives qui étaient en quelque sorte scellées. Mais enfin, j'en connaissais l'existence quasi légendaire, voilà, de ces archives. Donc ce sont des petites gens. C'est une famille française comme il y en a des millions, mais donc une famille qui a absolument tout conservé sur 5 générations. Tout conservé, c'est-à-dire à la fois les factures de bois, les factures de lunettes, de fromage, les diplômes, les correspondances privées, les correspondances administratives, depuis le retour de cette famille en France en 1862. Donc c'est exactement au point de départ. C'est une famille qui était en Égypte. C'est un peu la queue de comète de la République française d'Égypte de Bonaparte. Et c'est une famille qui décide de rentrer en France en 1862 et qui, par la suite, a absolument tout conservé. Enfin, voilà, par c'est un comportement pathologique. Hein, et je me suis emparé de ces archives. Et j'ai décidé d'abord, enfin je les ai un peu classées, et puis j'ai décidé en effet d'acheter une automobile, une Passat Volkswagen, et de classer chronologiquement un peu toutes ces archives, et de me rendre dans tous les lieux de France que je verrais apparaître chronologiquement dans ces archives. Et bon, il se trouve que le livre est construit ainsi, c'est-à-dire que il y a la vie du narrateur pendant 2 ans, et c'est écrit à l'imparfait.
au passé, parce que j'avais publié Viva, donc le Mexicain, à la rentrée de septembre 14, donc j'ai fait cette tournée de rentrée littéraire comme à chaque fois jusqu'à décembre 14, et j'avais décidé de commencer à travailler sur Taba Taba, non pas écrire, mais travailler sur Taba Taba dès le début de janvier 15, ce que j'ai fait. Et donc le livre commence avec les attentats, la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Et donc, d'une part, dans ce livre, je raconte ma vie de janvier 15 à mars 17. Or, pendant ces 2 ans, ma vie consiste, d'une part, à faire ce tour de France au volant avec ses archives, en repartant du Second Empire jusqu'à aujourd'hui. Et ces tronçons routiers au volant sont interrompus par des déplacements sur la planète, certains nécessités par la préparation des prochains livres, puisque tout cela dure des années, que par exemple il y a Lima, le chapitre sur le Pérou destiné... Enfin, non, mais j'ai passé aussi tout février 15 en Équateur, mais il y a des déplacements au Japon pour également un prochain livre. Il y a des déplacements que je n'ai fait également, par contre, que pour Taba Taba, comme d'aller au Mali voir un peu ce qui se passait avec les opérations Serval et Barkhane. Mais il y a le Soudan, juste après, je suis parti au Soudan après les attentats de novembre 15. Et donc un peu partout sur la planète, dans ces chapitres, reprenant les traces locales de la France de 1860 à aujourd'hui. Et pas seulement, tout de même, et là je m'élève en faux, parce que tu as prononcé plusieurs fois le terme de colonialisme ou de colonisation, et donc dans ces chapitres, non, il y a, le Soudan, Khartoum, c'était chez les Anglais, que le Pérou n'a jamais été, même s'il y a eu une action de la France très importante au Pérou, mais n'a jamais été ce ne sont pas des traces coloniales. Mais par contre, évidemment, comme tout part de l'année 1860, et que cette année 1860, le temps passant, je la connais mieux que des années que j'ai vécues, je sais à peu près... 1860 et 1890, je sais tout ce qui s'est passé, et je sais où sont tous ceux de ma petite bande. Voilà, Savorgnan, pour 1890, Yersin, Savorgnan de Brazard, Rimbaud, Conrad, je sais où ils sont tous sur la planète. Et 1860, par contre, c'est le point de départ. Alors pour la Chine, par exemple, le chapitre chinois, bien évidemment, oui, je repars de cette année 1860, qui est l'année où les armées, pour une fois coalisées, de la France et de l'Angleterre, ont attaqué Pékin et saccagé le palais d'été, et que c'est un peu le point de départ là, de toute cette relation entre la France et la Chine. Qu'est-ce que ça fait de fouiller dans les archives personnelles, cette fois-ci de la famille, alors que jusque-là, vous fouillez dans tout ce qu'il y a d'archives un peu partout dans le monde, sauf dans ceux de la famille? En fait, il y a évidemment une grande différence entre ceux que j'ai connus et ceux que je n'ai pas connus. C'est-à-dire, en remontant, évidemment, il y a mon père, mon grand-père, ma grand-mère, ce sont des gens que j'ai connus. En remontant après, ce sont des gens que je n'ai pas connus. Mais il y a aussi le fait que 5 générations, c'est une bonne échelle de mesure du temps. Mais ça, je l'avais déjà utilisé dans l'africain, par exemple, équatorien, en mentionnant qu'effectivement, mon arrière-grand-mère est née en Égypte, et que donc, son père a connu Ferdinand de Lesseps, et que donc c'est rien, quoi. Par rapport à... Évidemment, quand on vieillit, les échelles de temps également sont un peu différentes, mais 1 siècle et demi, 1860 à aujourd'hui, ça n'est rien du tout. Et quand on le met dans une famille, ça veut dire que ma grand-mère a bien connu sa grand-mère. C'est aussi simple que ça, quoi, et que ça met une échelle comme ça, que ça rend les choses plus proches. Sinon, évidemment, découvrir tout ce fourbi, tout ce fatras conservé que personne n'avait jamais lu, oui, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre
Mais j'avais eu ça déjà pour peste et choléra. Il y a évidemment un peu cette idée de sacrilège et de perceur de sarcophage. Mais quand j'ai écrit Peste et choléra et que j'ai travaillé donc aux archives de l'Institut Pasteur, les lettres que j'ai lues, toute la correspondance privée, j'ai lu aussi la correspondance professionnelle, mais la correspondance privée de Yersin avec sa mère et sa sœur n'avait encore été ni saisie ni microfilmée. Et donc il y avait ce même trouble, enfin, ces archives de l'Institut Pasteur dans le 15e arrondissement sont extrêmement bien faites, extrêmement bien organisées, etc. Mais donc j'avais les catalogues et je demandais pour le lendemain telle boîte, et on m'apportait la boîte sous la lampe, etc. Et j'ouvrais cette boîte, et là, dedans, il y avait en effet les originaux. Il y avait ces petites lettres écrites très vite à la plume sur un coin de paillasse et envoyées à sa mère ou à sa sœur. Et ces lettres, en effet, n'étaient destinées à être lues que par cette lectrice unique. La lettre, il a écrit 2 fois par semaine à sa mère, jusqu'à la mort de celle-ci en 1905, puis à sa sœur jusqu'à la mort de celle-ci en 1932. Et lorsque lui meurt en 1943, à Nha Trang, dans l'actuel Vietnam, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans une Indochine française sous occupation militaire japonaise, il a 80 ans, il n'imagine pas que ces lettres existent encore et qu'elles réapparaîtront un jour. Évidemment, les mères et les sœurs souvent sont soigneuses, mais il n'empêche que ces lettres ont été retrouvées vraiment par un très grand hasard en Suisse parce qu'elles avaient été conservées, puis elles ont été versées très tardivement aux archives de l'Institut Pasteur. Et donc même les lisant, tenant cette feuille de papier, ces petites lettres, etc., il y avait déjà ce sentiment de sacrilège un peu. Mais d'un autre côté, évidemment, lorsqu'on a découvert le bacille de la peste et créé le vaccin contre la peste, on ne s'appartient plus historiquement. La preuve, enfin voilà, les archives étaient là. Donc, mais enfin, il y avait tout de même ce petit trouble. Alors que là, effectivement, en prenant ces générations de gens qui, encore une fois, ce qui était intéressant, sinon je n'aurais pas pu utiliser ces archives, ce sont 5 générations de gens extrêmement communs qui n'ont commis ni grand crime, ni grande invention, ni bouleversement politique, etc. Voilà, ce sont des gens qui ont essayé, contre vents et marées, et comme des millions d'autres, au milieu des tourbillons de l'histoire, de mener leur vie. Et alors, effectivement, oui, écrire cela... Bon, alors, encore une fois, c'était moins pour les premières générations, là, cette petite fille en blanc qui arrive d'Égypte, son père qui était donc paysagiste, dirait-on aujourd'hui, enfin, qui dessinait des jardins pour les baies du Caire et d'Alexandrie. Ça pourrait être, enfin, voilà, un personnage... Ils ont quand même été bien bousculés par l'histoire du XXe siècle, parce qu'il y a eu les guerres mondiales. Principalement. Non, mais justement, pour le livre, évidemment, c'était une excellente chose. Mais ça, je l'avais repéré dès le début, c'est-à-dire que... Bon, alors, oui, en effet, en grande partie grâce à l'armée allemande, il y a ces 3 catastrophes de 70, 14, 40... et que donc ça couvre quasiment tout le territoire national français, au hasard des exodes, des gens jetés sur les routes, de camps de réfugiés, de camps de prisonniers de guerre, enfin que ce soit en Allemagne mais aussi en France. Et donc ça couvre finalement incroyablement, pour moi c'était un cadeau, parce que là encore il n'y a absolument pas de fiction, mais ça couvre le territoire national quasiment dans son ensemble. Peut-être que nous pourrions intercaler ici une petite lecture, justement, où il y aura 2 générations qui se croisent, qui se parlent par journaux intimes interposés, les 2 pôles. J'ai choisi un petit extrait. On pourrait même faire en sorte que toi, tu es le vieux là, et moi ça le jeune. Ça aussi, c'est une découverte dans les archives pour le mettre. Et là, finalement, je touche les droits d'auteur sur un chapitre dont je n'ai pas écrit une phrase. J'ai trouvé dans ces archives 2 carnets, celui du fils et celui du père,
On est en mai 40. Le père a 50 ans. Il est professeur de gymnastique, d'éducation physique. Il a 50 ans, on est en mai 40. Donc il a déjà fait, enfin c'est justement toute cette histoire de France, c'est-à-dire qu'il a fait 2 ans de service militaire de 1910 à 1912. Ensuite, évidemment, il est envoyé au front dès août 1914. Il est blessé une première fois dès août 14. Balles dans la peau, shrapnel, etc. Soigné pendant 2 mois, renvoyé à Verdun et aux Éparges, capturé à la tranchée de Calonne, 3 ans et demi de camp de prisonniers en Bavière, libéré en 18 et reprend son activité de professeur de gymnastique, enfin de gymnaste. Et donc en 1939, il est remobilisé, ce qu'on appelle la drôle de guerre, pendant quelques mois, il est renvoyé en caserne. Il est libéré, puisque la guerre finalement n'éclate pas. Et en 40, donc là, il a 50 ans et il se déclare. Donc, vous savez, ce que nous appelons aujourd'hui l'entre-deux-guerres en France, c'est très rigolo. C'est ce que le Canard enchaîné, à l'époque, appelait la perme de 22 ans. Et donc, il est engagé volontaire à 50 ans en mai 40. Et là encore, c'est quelque chose, enfin, ce qui est très important, je termine juste là-dessus, peut-être pour le truc, c'est qu'effectivement, il ne faut pas commettre d'anachronisme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, un type de 50 ans qui quitte sa femme et ses 2 enfants adolescents pour aller à la caserne, c'est quelque chose qui est presque incompréhensible aujourd'hui. Qu'il y a eu une inversion des vies privées et des vies publiques, enfin des vies civiques en tout cas, qui est complètement différente. Que pour ce type à 50 ans, qui justement est un rescapé, qui a vu mourir autour de lui en 14, en 15, etc., et qui sait qu'il a eu par quelques hasards balistiques, même s'il a pris des balles et des éclats de shrapnel, par un hasard balistique, il a eu toute cette vie-là de plus, quoi. Et finalement, en 40, sans laver les mains et rester dans sa sphère privée avec ses enfants et ne pas partir à la caserne et vouloir se battre, je comprends très bien que pour lui, ça n'est pas possible. Mais donc, néanmoins, la femme se retrouve avec les 2 adolescents, quoi. Et donc, ils sont à ce moment-là à Soissons, dans l'Aisne. C'est donc le déferlement du 10 mai 40. Il y a déjà tous les Belges enfin, qui descendent, etc. Et donc un matin, comme tout le monde, la mère voilà, et les 2 adolescents, donc 14 ans et 16 ans, un garçon de 14 ans et une fille de 16 ans, et puis la mère qui, elle, donc a 50 ans, eh bien simplement, voilà, ils ferment à clé la maison, ils partent avec un petit bagage et ils descendent. Alors voilà, enfin l'exode, quoi. D'abord Paris, camp de tri de réfugiés, et puis on les envoie, ils n'ont pas choisi, la mère et les 2 adolescents dans un camp de réfugiés à Bram, dans l'Aude, où finalement il y a le camp de réfugiés des Espagnols de la Retirada, des républicains qui sont aussi dans un camp dans ce village. Et donc le fils qui a 14 ans, le jour même, le 17 mai 40, où avec sa mère et sa sœur, il part comme ça sur les routes, il achète un carnet et il tient un petit journal. Il a 14 ans, il tient un journal et jusqu'à cette arrivée dans le midi de la France. Et le père qui a 50 ans, qui finalement ne montera pas au front, enfin nous connaissons tous l'histoire, il va faire une retraite voilà, d'abord de 120 km à pied, de Soissons à Coulommiers, etc., puis descendre sans qu'il le choisisse évidemment avec son régiment vers la Bretagne, et finalement ils mettront 8 mois à retrouver le contact et à apprendre que donc après qu'il a fait ses 3 ans et demi de camp de prisonniers en Bavière, beaucoup plus jeune, il est dans un camp de prisonniers à Châteaubriand en Bretagne. Et lui aussi a écrit son journal, voilà, sans qu'il se concerte. Enfin, je ne le crois pas, en tout cas. Peut-être. Alors là, il n'y en aurait pas eu de trace qu'il se soit dit le 17 mai 40, bah tiens, écris ce qui t'arrive, moi je vais écrire ce qui m'arrive. Ça, j'en sais rien, je n'avais pas trouvé de trace. Mais donc, le seul travail que j'ai fait, sans changer une virgule, c'est simplement que j'ai décidé de les rassembler jour par jour, quoi. Donc j'ai mis 17 mai 40 le père, 17 mai 40 le fils. Voilà, le seul travail de composition en quelque sorte que j'ai fait,
ça a été de mettre ça, voilà, comme ça. On lit un petit extrait de ça, donc peut-être lecture croisée. Moi, je fais le jeune. Le père tu fais le jeune? Bah oui. Et, parce que ça nous permet de vivre en direct, en fait, ce qui se passe. On est là le 23 mai 40, en direct. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'écrit le père? Aucune alerte pendant la nuit où nous avons dormi dans la paille. Dès le matin, la cuisine fonctionne, car les voitures du CHR cantonnent avec nous et nous avons touché du ravitaillement. Bon repas également à midi. Le départ est fixé pour ce soir à 7 h en direction de Coulommiers, 25 km. L'après-midi, vers 4 h, des avions ennemis en grand nombre passent au-dessus de nous, environ 50. Tout le monde est à l'abri de la vue et les avions passent. Le soir, repas froid avant le départ et nous prendrons à 6 h le gros de la colonne qui est à 3 km de nous. Nous arrivons au lieu de rassemblement et nous apprenons avec surprise que la colonne est partie depuis 6 h. Preuve d'organisation parfaite. Le commandement avait devancé l'heure du départ, mais les ordres n'ont pas été transmis. Nous sommes donc environ 20 hommes isolés de la colonne et Boniface, blessé au pied, ne peut plus marcher. Nous partons à 4 bicyclettes dans l'espoir de rattraper la colonne et d'envoyer une ambulance. Nous rejoignons la colonne à 8 h dans un village où je trouve une camionnette. Je l'envoie au devant des malades et nous reprenons nos places dans la colonne. Marche monotone dans la nuit, sans bruit et toujours à l'écoute. Même jour, le fils, 10 h matin, arrivé à Bras. Tout le monde descend. Nous allons au centre d'accueil afin de nous restaurer. Avant d'entrer, mon mal qui avait diminué reprend. Il y a un mal de l'estomac. J'ai très mal au cœur. Des scouts m'emmènent à l'infirmerie et le docteur Kézergue me fait une piqûre d'huile camphrée et ordonne de me conduire à l'infirmerie qui se trouve dans l'hôtel Rancoul et de prendre 48 heures de repos. Maman et Simone viennent aussi à l'hôtel où l'on nous donne une chambre à 2 lits, qui est un luxe à ce moment-là. Le soir même, nous faisons la connaissance du docteur Laboucarier, dont la visite fut un réconfort pour nous. Nous pourrions continuer, maintenant on revient le père, donc il y a vraiment une trentaine de pages au moins de ce journal intime, mais comme le temps il avance, ce soir, je voudrais quand même avancer aussi dans le roman, parce que le vrai épicentre du roman, c'est Mundin. Donc l'ex-Lazaret, l'ex-Lazaret de Mundin, ça se trouve du côté de Saint-Nazaire, devenu hôpital psychiatrique. C'est là que finiront par atterrir les vôtres après la guerre, et que pour vous les choses ont commencé, je veux dire, de votre enfance. Alors ce Mundin, ce Lazaret. Ah oui, voilà, tu ne voulais pas que nous en parlions tout à l'heure. Et donc, oui, il se trouve, enfin, tous ces livres sont construits sur des coïncidences de temps, d'éphémérides, et justement, c'est mieux parce que je n'en invente aucune de ces coïncidences, quoi. Et donc, en 1862, quand débarque à Marseille cette famille qui rentre d'Égypte, la même année, en 1862, est créé le chantier naval de Saint-Nazaire par les Saint-Simoniens, les frères Pereire. Alors, c'est très présent dans le livre. Enfin, ce sont les Saint-Simoniens, c'est très intéressant. Enfin, puisque c'est Ferdinand de Lesseps, c'est le percement du canal de Suez en Égypte, dont la pensée commence justement en 1860. Et les frères Pereire et les Saint-Simoniens sont eux qui modernisent d'un coup, c'est le Second Empire qui modernise d'un coup la France avec les trains, les chemins de fer et les paquebots, et qui créent ce premier chantier naval français à Saint-Nazaire à construire des navires à coque en fer. Et en 1862 est mis sur cale, en construction, donc le premier navire français paquebot à coque en fer, auquel on donne le nom d'impératrice Eugénie. Évidemment, c'est le Second Empire. Voilà. Et cette petite fille, qui est donc mon arrière-grand-mère, qui débarque la même année à Marseille, ses parents l'ont baptisée Eugénie-Joséphine. Ça donne une idée un peu, évidemment, de cette famille, donnant à la petite les noms des deux impératrices.
Et donc c'est 1862. En 1861, une épidémie de fièvre jaune saisit, et donc, d'urgence, on crée sur la rive gauche du fleuve, c'est justement pour éviter de contaminer le port, un lazaret pour marins infestés. Et c'est alors Adrien Proust, le père de Marcel, qui préside en France à la mise en place de ce cordon sanitaire. Et pour donner une idée, enfin, justement, de cette... Finalement, 1860 et sur l'ensemble de la planète, et en France, au moment du Second Empire, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première mondialisation. C'est le sujet de ces livres. Ouais. C'est-à-dire qu'un événement ne peut plus être déconnecté d'une autre situation sur la planète. Puisque donc, je vais tout de même faire cette petite parenthèse, je crois. Dans Pura Vida, qui est le premier de la série, donc il y a 20 ans, je racontais l'histoire de ce canal du Nicaragua. Puisque, vous connaissez la phrase de Bismarck selon laquelle c'est la géographie qui fait l'histoire. En Amérique centrale, c'est l'histoire qui a fait la géographie, puisque du point de vue technique, du point de vue géologique, le canal interocéanique devait de toute évidence être percé au Nicaragua, où en remontant du côté Caraïbe, le Rio San Juan, on arrive au lago Nicaragua, et qu'ensuite il n'y a plus que quelques dizaines de kilomètres de terre ferme pour le Pacifique. Et donc des routes de William Walker, et Napoléon III signe avec le nouveau gouvernement pour le percement de ce canal du Nicaragua et confie le projet à Ferdinand de Lesseps, qui est en train de travailler sur le canal de Suez. Et c'est pour des raisons militaires, puisque les États-Unis et l'Angleterre menacent la France d'une guerre, que finalement le projet est déplacé et qu'il sera percé, ce canal, au Panama. Mais comme la France s'est fait bananer sur ce projet-là de canal, donc dans Pura Vida, j'ai raconté 1 siècle et demi de ce projet de canal, dont jamais un mètre ne fut creusé. Augusto César Sandino, au XXe siècle, a repris le projet. En effet, voilà la catastrophe. Il a été repris par... Donc, dans il y a des Chinois qui sont dans Tabataba, il y a ce chapitre, et je suis retourné au Nicaragua pour ça, c'est-à-dire que ce cinglé de Daniel Ortega, redevenu président de la République, a signé avec les Chinois une concession pour 100 ans. Jamais un mètre, vraisemblablement non plus, ne sera creusé. Il s'agit de voler des terres agricoles dans un délire impérialiste chinois. Les Chinois qui veulent contourner Panama. Donc, voilà. Mais donc, comme la France avait jeté l'éponge sur cette histoire du Nicaragua, la décision ensuite est d'attaquer le Mexique et d'aller placer sur le trône du Mexique Maximilien d'Autriche. C'est l'expédition qu'on connaît. L'expédition se passe mal. Au début, il y a les Espagnols qui soutiennent, et même les Anglais, et puis les Français sont seuls. Il y a une forte résistance, vous le savez, et finalement, au bout d'un... Et donc, la création du port de Saint-Nazaire, c'est ça aussi. C'est d'une part la ligne régulière des paquebots, la première ligne régulière qui était donc Saint-Nazaire, La Havane, Veracruz, pour envoyer et soutenir en matériel le corps expéditionnaire français au Mexique. Et donc on crée, voilà, à la fois ces chantiers navals et le lazaret qui est en face. Je fais une toute petite parenthèse de plus parce que c'est justement ce que j'adore dans ce genre de livre. Quand finalement Maximiliano, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la France quand même se tourne vers l'Autriche en disant merde, c'est quand même votre empereur. On demande soutien aux Belges, enfin ça se passe mal, voilà, il y a Puebla, il y a des défaites, il y a Cameroun, voilà, la Légion étrangère, etc. Et donc, au bout d'un moment, on dit un peu quand même aux Autrichiens, voilà, vous pourriez soutenir quand même, c'est un Habsbourg, etc. Et finalement, l'Autriche envoie pas mal de matériel militaire qui arrive à Saint-Nazaire juste au moment où l'empereur est fusillé par les hommes de Benito Juárez à Querétaro en 67. On est en 67. Le port de Saint-Nazaire est encombré de matériel militaire autrichien dont on ne sait pas quoi faire. C'est plus la peine d'envoyer ça au Mexique, ça arriverait chez Benito Juárez. Et 68, il y a l'intronisation du nouvel empereur du Japon, c'est le début de l'ère Meiji. Alors finalement, on charge ça sur un navire dont on confie la direction, la maîtrise à Dupetit-Thouars, dont je raconte aussi toute la vie, puisque c'est lui qui a sauvé Lima contre les Chiliens, etc. Il est chargé d'aller au Japon
voir l'empereur Meiji, et on charge tout ce matériel militaire et on confie la mission à du Petit-Thouars d'offrir au nom de la France ce matériel militaire autrichien dont on ne savait pas quoi faire et qui encombrait le port. Mais donc, pour en revenir à ce lazaret, qui est donc un lazaret depuis 1862, c'est aussi un peu toute cette histoire de France, quoi. Il devient, bon voilà, on abandonne ces lieux de désinfection, il devient évidemment hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis un centre pour enfants, etc. Voilà, puis un camp de prisonniers allemands après la libération. La libération d'une zone où, vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale a duré 1 an de plus qu'à Paris et partout ailleurs en France. La libération de Paris, c'est le 25 août 1944. Et la libération de ce qu'on appelait les poches, puisque la Kriegsmarine et la Wehrmacht étaient enfermées dans des poches comme celle de Saint-Nazaire, c'est 1 an plus tard. Et donc ça devient, ce lazaret, un camp de prisonniers allemands pendant un moment. Et puis finalement, ça devient un énorme hôpital psychiatrique dans lequel je suis né et où j'ai passé mon enfance. Et donc, je voulais aussi partir de cela, c'est-à-dire des hôpitaux psychiatriques comme il n'en existe plus, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, enfin, et qui était donc un village quasiment en autarcie parfaite, avec tous les corps de métier, enfin les jardins, l'élevage, la menuiserie, la peinture, et puis au milieu, donc un village de 2000 habitants, à peu près 1000 cinglés et 1000 moins cinglés, personnels. Et donc au milieu de cela, qui est une cinglerie de plus, mon père dirigeait un théâtre. Et donc j'ai grandi dans ce lieu. Et Taba Taba. Et c'est là que tu rencontres Taba Taba. Voilà, qui donne son titre au livre. Donc on peut le présenter maintenant. Voilà, Taba Taba était mon meilleur ami, donc j'étais enfant, lui était adulte. Et donc c'était un cinglé qui n'avait plus à sa disposition que 2 syllabes, Taba Taba, et qui donc à longueur de journée s'asseyait sur les marches de la porte monumentale que j'habitais et donc récitait toute la journée cet alexandrin magnifique sans les paroles, Taba Taba Taba, Taba Taba Taba, Taba Taba Taba, Taba Taba Taba, avec une coupure parfaite à l'hémistiche, la position basse du buste. Et donc l'alexandrin, c'est réellement le rythme, enfin vous le savez, de toute la littérature française. C'est encore plus beau sans les paroles, parce qu'on ne peut pas savoir s'il récitait les 100 alexandrins du bateau ivre de Rimbaud ou les 1000 alexandrins de l'art poétique de Boileau, puisqu'il n'y avait que ces 2 syllabes. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire ce passage où tu l'introduis? C'est à la page 10. De là, j'ai mis des crochets. D'accord. Si je ne faisais qu'apercevoir certains psychopathes agités, ceux dont le visage blême, la bouche ouverte, le regard révulsé vers le centre de leur cerveau et leur propre énigme étaient coiffés de casques de cuir brun, les autres déambulaient sur le sable des allées sous les pins, vêtus de draps bleus, avec des allures songeuses de philosophes antiques ou de traînes savates, s'asseyaient sur les bancs pour deviser, se rendaient visite de pavillon à pavillon en fin d'après-midi. Parmi ceux-là se recrutaient mes grands camarades. L'un d'eux surtout, un solitaire ténébreux connu sous le seul nom de Taba Taba, pouvait attendre, si le temps le permettait, plusieurs heures assis sur les marches de la porte monumentale, balançant lentement le torse d'avant en arrière devant les eaux grises et vertes, et psalmodiant Taba 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 Taba, avec une coupure parfaite au milieu de l'alexandrin, le torse atteignant sa position basse, à la fin du premier hémistiche, se relevant en prononçant le second, sans même paraître en panne de clope. C'était plus de 40 ans avant que la Poste ne gommât le mégot de Malraux sur ses timbres. L'administration hospitalière, encore peu sensible au tabagisme en général et confrontée ici à des problèmes d'une autre acuité, faisait distribuer aux pensionnaires des paquets de Gauloises troupes, lesquels étaient prélevés sur les lots de tabac de 2e catégorie
que la CETA produisait alors pour les soldats de 2e classe au casse-pipe en Algérie, on en trouvait aussi à la cafétéria. Mais Taba Taba semblait invoquer autre chose de plus grand et de plus mystérieux, confusément mais obstinément, les cheveux au vent, assis sur les marches de la porte monumentale, dressant sa belle gueule de poète ou de prophète déjanté au-dessus du fleuve. À ce passage, qui est situé au tout début du livre, fait écho le chapitre final du roman, qui lui est entièrement consacré et qui porte son nom. Là, il y a le titre Taba Taba. Cela m'a sauté aux yeux, le seul chapitre qui est précédé d'une épigraphe que vous êtes allé emprunter chez Blaise Cendrars, d'origine suisse d'ailleurs, comme Alexandre Yersin, et qui est tiré de Moravagine, le roman de Cendrars de 26, dont le personnage principal, ce Moravagine, a passé une bonne partie de sa vie comme Taba Taba dans un asile de fous, et qui, réussissant à s'évader avec l'aide de son médecin, arpentera en sa compagnie le monde, et qui avait aussi, et ça m'a frappé, cette histoire de la jambe, puisque ce personnage de Cendrars, il a une jambe un peu tordue, la jambe droite tordue, et ça c'est un élément autobiographique que tu racontes dans ce roman, qu'on peut dire. Absolument, et je ne saurais jamais pourquoi. Mon père est mort depuis longtemps, et effectivement mon père m'a très fortement recommandé et quasiment obligé à lire Moravagine à un âge où on ne lit pas Moravagine. Et il se trouve que donc c'était à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique que lui était metteur en scène de théâtre à l'intérieur, qu'il y a dans ce roman une violence extrême à tous égards, mais également à l'égard de l'institution psychiatrique, et que le fou Moravagine, comme son fils, c'est-à-dire moi-même, a la jambe droite tordue et boite, puisque j'étais doublement enfermé dans cet hôpital psychiatrique. Enfin, je n'ai pas tout réussi à raconter ma vie, puisqu'elle est dedans de toute façon, mais enfin voilà. Il se trouve que j'étais doublement enfermé à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique, mais en plus totalement immobilisé pour ce problème de jambes et que je ne pouvais pas bouger. Quant à ce dernier chapitre, puisque finalement il n'y a pas de suspense, ça n'est pas un whodunit, et qu'on peut donner le truc, les archives de cet hôpital psychiatrique ont disparu. Enfin, non, elles ont disparu, elles n'ont pas été conservées, ça n'est pas du tout romanesque. Malheureusement, l'administration hospitalière psychiatrique, enfin, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, parce que ça serait informatique, etc. Mais enfin, en tout cas, les archives n'ont pas été conservées. Donc, je ne saurais jamais comment s'appelait ce type que tout le monde appelait Taba Taba dans l'hôpital psychiatrique. Je ne connaîtrai jamais son année de naissance ni de mort, ni pourquoi finalement il était enfermé là. Et finalement c'est beaucoup mieux, parce que si ces archives avaient existé, je les aurais lues et je les aurais dites. Je les aurais utilisées, je n'aurais pas, puisque encore une fois je n'invente rien. Mais donc comme c'est définitivement impossible de le savoir, très longtemps après, et donc comme je le mentionne, évidemment il n'y avait pas de C à Taba Taba. Ça n'est pas du tabac qu'il réclamait, etc., puisque là encore, comme je l'écris, les malades mentaux recevaient ad libitum des cartouches de Gauloise. Et donc ça n'était pas cela, et c'est des dizaines d'années plus tard, lorsque Bernard-Marie Coltès a publié chez Minuit, nous avions le même éditeur, un texte intitulé Taba Taba, que finalement je me suis demandé d'où venait ce mot, et il se trouve que Taba Taba signifie en malgache ça va pas du tout, c'est le bordel.
Et donc ce type, mais alors là, c'est une hypothèse romanesque, et je le mentionne bien comme une hypothèse romanesque, mais ça signifie donc deux choses en malgache. D'une part, ça va pas du tout, c'est le bordel, et donc effectivement un type assis à longueur de journée répétant ça va pas du tout, c'est le bordel sur les marges d'un hôpital psychiatrique, c'est tout à fait possible. Mais d'un autre côté, Taba Taba, c'est également le nom que les malgaches ont donné aux émeutes, alors là pour le coup anticoloniales, de 1947. Et finalement, mais là je le présente bien comme une hypothèse romanesque, ce type avait l'âge en effet d'avoir été l'un des jeunes gens du corps expéditionnaire français en 1947 à Madagascar. Et peut-être, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'en fais simplement une hypothèse romanesque, mais à la fin du livre, je décide de partir avec Taba Taba à Madagascar et d'essayer de le laisser là-bas et de me tirer vite fait en l'abandonnant là-bas, avec le vain espoir, puisque ce type tout de même est assis au milieu de mon cerveau depuis plusieurs dizaines d'années à se pencher, à répéter cette phrase. Et je me disais, voilà, je vais aller le mettre à Madagascar et je vais le sommer et je vais rentrer en France et il va rester là-bas. Ça n'a pas marché. C'est un des passages où on a l'impression qu'on est en train de... C'est toute la dernière partie du livre, hein, les dernières pages, où on est en train de partir vers autre chose que ce qu'étaient tous les romans d'avant, avec les biographies. Là, il y a, tu dis, le romanesque, et moi j'avais presque l'impression que ce pèlerinage que tu fais à Madagascar, quelque part, pour emmener, pour ramener Taba Taba chez lui, à la fin, et pour l'oublier, parce qu'il faut passer à autre chose, ça sonne comme de la fiction. Oui, mais je le dis, que c'est de la fiction. Enfin non, ce qui n'est pas de la fiction, c'est que justement, je suis parti. C'est pour ça que j'avais un peu de retard. Parce que je savais que pour terminer ce livre, c'est pour ça que je ne suis pas parvenu à terminer ce livre le 21 février 1997, parce que je savais que je voulais absolument faire un aller-retour à Madagascar. C'est pas la porte à côté, Madagascar, en fait, c'est quand même assez loin. Et je savais que je voulais y aller pour écrire 2 paragraphes, quoi. Et puis il y avait, voilà, j'y suis allé. Néanmoins, il y avait le cyclone et Navo. Enfin, bon, tout ça était très bien parce que ça n'était pas préparé. Je ne pouvais pas déplacer parce que le seuil réclamait le livre, évidemment, parce que je devais terminer le 1er mars. Et donc je suis quand même parti à Madagascar dans un état de folie totale. En plus, c'était le cyclone sur place. La ville était inondée, les routes étaient coupées, les arbres arrachés. Et j'ai réussi à trouver un chauffeur avec une petite bagnole pour aller à Moramang, parce que je voulais aussi aller jusqu'à Moramang, parce que c'est à Moramang que je voulais abandonner Taba, puisque c'est là qu'avaient commencé les émeutes de 1947, c'est-à-dire que des Malgaches ont découpé à la Sagaie un officier français, sa femme et ses enfants, par vindicte ou lutte voilà, de libération, etc. Ce qui effectivement, bon, là, n'est pas très conforme aux lois, aux conventions de Genève. Néanmoins, la France a eu une réaction d'une violence absolument terrible. C'est-à-dire qu'on a envoyé justement un corps expéditionnaire de jeunes gens dans la forêt. C'est une forêt équatoriale, c'est absolument terrible. Essayer de capturer tous les malgaches possibles. Et qu'on a... Ce qui est fascinant hein, quand on t'entend, c'est comment, dans une seule phrase, tu peux passer dans 4 époques différentes, 5 lieux différents. Le livre est construit comme ça. Hein, donc, on commence quelque part en 1868, mais on est en même temps aujourd'hui assis dans une voiture. On revient vers un autre continent. Donc, et dans ce que tu nous racontes, tu nous fais exactement la même chose. C'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça que c'est du roman, même s'il n'y a pas du tout de fiction. Et je lis les historiens me lisent et nous parlons. Et donc j'ai énormément d'admiration pour leur travail, enfin ceux que je connais, que je côtoie, que je lis. Mais justement, là, ce que peut la littérature, c'est justement se laisser aller à une pensée qui n'est pas seulement logique, mais analogique. C'est-à-dire que ça ressemble à cet état dans lequel nous sommes au moment de l'endormissement ou au moment où nous laissons notre pensée rouler sur elle-même.
et où effectivement il y a des courts-circuits, où une image, ou un son, ou une date nous renvoie à autre chose, à un autre lieu, à un autre événement. Et donc si on veut être logique et justement écrire un récit, par exemple, on doit s'interdire cela, on doit être ordonné. Et alors que là, c'est écrit en effet en surveillant ces petits courts-circuits qui fait, comme ça nous arrive très très souvent, de nous dire mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser à cela? Et puis si on fait l'effort, on peut remonter ces connexions et remonter comment on est arrivé à penser à cela. Et le livre, en effet, est construit comme cela. Le chapitre en Chine, par exemple, est vraiment construit comme cela, avec justement au cours d'une discussion avec Maurice Gourdeau-Montagne, notre homologue, confrère. Et où là, en effet, oui, nous parlons de la Chine et de la France. Et puis il mentionne, non, je me plains de la vente. Enfin, je déplore, je ne me plains pas, je déplore. Parce que j'arrive de Vienne, Autriche, où la France a vendu le palais Glam-Gallas, qui était l'Institut français de Vienne, au Qatar, et que je trouve que c'est évidemment une idiotie. D'une part de le vendre et d'autre part au Qatar. Et puis voilà, nous parlons de ça. Il parle de la résidence de France à Londres parce qu'il a été ambassadeur à Londres. Et voilà, je pense à ce lieu que je connais, Kensington Gardens. Et il se trouve que par hasard, j'étais il y a 30 ans, oui, il y a 30 ans, là-bas avec les petites bandes du Canard enchaîné et de Charlie Hebdo, que je revois à ce moment-là Cabu avec sa cravate trop courte et bariolée dans ce lieu. Et alors aussitôt, je suis dans le chalet dans le Valais où j'ai appris les attentats de Charlie Hebdo. Et là encore, ce sont des choses qui ne s'inventent pas, quoi. Enfin, je crois que tout le monde sait évidemment où il était le 13 novembre 2015 ou le 7 janvier 2015 pour les attentats. Mais là, effectivement, j'étais en train de travailler sur Malraux. Je retravaille souvent sur mon Malraux, qui est très présent dans le livre. Mais il se trouve que par hasard, j'étais le 7 janvier 2015, le matin, dans le salon, dans un chalet dans le Valais, et je relisais donc, les anti-mémoires, à un endroit où Malraux dit qu'il avait appris la chute de Dien Bien Phu dans un chalet dans le Valais et qu'il y avait là des touristes labichiens qui contemplaient le Mont Blanc. J'ai posé les anti-mémoires de Malraux, je me suis levé pour aller à la fenêtre parce que je sais que depuis cette fenêtre du chalet, on voit le Mont Blanc lorsque le temps est clair, même s'il est distant de dizaines et dizaines de kilomètres. Et alors que j'allais me remettre à lire, j'ai reçu une alarme sur mon téléphone annonçant les attentats de Charlie Hebdo à Paris. Et donc dans ce chapitre chinois, finalement, ça va surgir. C'est fait comme cela, finalement. Oui. Il y a aussi Bruxelles, donc les attentats de Bruxelles. Ça permet d'ailleurs à tous les autres livres d'entrer dans ce livre, parce que les livres entrent l'un dans l'autre. Il y a cet enlacement aussi, et ça fait apparaître un personnage que je trouve qui est un peu caché dans le livre, mais qui est omniprésent et qui sonne à l'oreille. Puis pour ceux qui ont lu Peste et choléra, où il y a Alexandre Yersin, le père du Bassi de la peste, puisque apparaît Véronique Yersin. Alors, parle-nous un peu de Véronique Yersin qui t'accompagne dans ce roman. Oui, mais c'est lié un peu à la question que tu posais tout à l'heure sur cette espèce de sacrilège je raconte la vie de gens. Ouais. Enfin, cette tante, mon père, etc., sans leur demander leur avis, et peut-être qu'ils avaient, j'ai tout arraché, vous entendez encore peut-être qu'ils avaient gagné le droit à l'oubli et au repos éternel, comme on dit, quoi. Enfin, voilà. Et puis j'ai décidé que non, j'allais les obliger à revivre leur vie en papier. Et donc, il me semblait absolument, la moindre des choses que je ne vois pas, que je n'ai pas moi-même de retenue et de pudeur là-dessus. Et pourtant, j'en ai beaucoup. Enfin, il me faut me faire une violence énorme pour parler de moi-même. Mais paradoxalement, c'est tout de même une autobiographie. Mais c'est une autobiographie de quelqu'un d'extrêmement réservé, timide, et qui n'aime pas parler de lui, et qui écrit sa vie. Et donc, justement, parce que tous ces livres sont liés, et on pourrait imaginer que finalement, tout cela paraisse à titre posthume.
Donc ça fait 20 ans, s'il y a encore 20 ans, voilà, j'aurais pu finalement, pour qu'à la fin il y ait simplement ce livre énorme, enfin bon, mais il y a beaucoup d'intérêt à les... Ben, de toute façon, je n'ai pas les moyens, hein, tout simplement, de faire ça à titre posthume et de travailler pendant tout le temps sans publier les livres. Mais il y a aussi le fait que la publication des livres bouleverse, même si moi j'ai le plan, j'ai toutes les zones géographiques, je sais que ce sera de 1860, etc. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, d'une part, dans ces zones géographiques. Comme là, je savais que j'en arrivais à la France, je ne savais pas qu'il y aurait ces guerres pseudo-islamiques. Et d'un autre côté, cela provoque également dans la vie des conséquences. Et donc, en effet, après la publication de Peste et choléra, donc sur Alexandre Yersin, une jeune femme m'a écrit, m'a remis une lettre en me disant qu'elle venait de lire le livre et qu'elle était l'arrière-petite-nièce de Yersin. Et puis finalement, elle est devenue ma compagne. Et qu'il y a comme cela mais là, sur ce livre, il y a des choses rigolotes aussi. Par exemple, là, avec Taba Taba, ça ne m'est pas arrivé. Mais néanmoins, dans une librairie, une femme à peu près de mon âge est venue me voir à la fin, à la signature, et me disant qu'elle avait lu Taba Taba, que sa mère aussi avait lu Taba Taba, et qu'elle souhaitait savoir si ma mère vivait encore. Et donc elles étaient toutes les deux pensionnaires, elles ont toutes les deux donc 89 ans, et elles étaient pensionnaires à l'âge de 16 ans, une pension en Bretagne. Voilà. Donc finalement, ça aussi, c'est l'intérêt de ne pas écrire de la fiction. Voilà. Avant de passer peut-être à des questions que vous aurez vous aussi à poser à Patrick, je voudrais que tu nous lises cet extrait justement de la rencontre à l'été, c'était un peu avant l'été 2013, hein, je crois que c'était au mois d'octobre d'avant, donc avec Véronique. Oui, c'est un peu ce que je viens de raconter, mais enfin oui, j'ai écrit, alors jusqu'où tout ça là. À l'été 2013, j'arrive ici avec Yersin, la belle aventurière. Nous nous connaissons depuis le mois d'octobre. En décembre, j'étais en Polynésie. En janvier, elle était en Californie. Le matin de son retour, nous nous étions parlé au téléphone depuis 2 terminaux de Roissy. Déjà en salle d'embarquement, j'aurais brisé les vitres pour aller la serrer dans mes bras. Je partais pour la Colombie. Elle rentrait à Paris puis partait en Suisse. Nous avions campé quelque temps dans mon gourbi parisien. Cet été-là, elle voit pour la première fois la maison de l'océan dont nous nous répartissons les bureaux. Je remue mes archives mexicaines. Bon, je vais arrêter là, parce que c'est un peu personnel, tout ça. Oui, là, ça devient très intime, soudain. Non, mais je l'ai écrit. Ça devient très, très, très intime. Mais peut-être, peut-être vous voulez savoir d'autres choses que celles que nous avons touchées jusqu'ici de Patrick. Toujours la première question, comme disait Olivier tout à l'heure, qui est la plus difficile. Donc on va commencer par la deuxième. Oui. Colette. Oui, j'aurais voulu vous demander pourquoi, si vous avez eu Taba Taba dans la tête depuis autant d'années, de décennies, pourquoi il fallait écrire tous les livres avant pour en arriver à écrire Taba Taba? En fait, je ne sais pas, vous auriez pu l'écrire tout de suite, et puis, je ne sais pas, pour quelle raison vous avez attendu Non, je n'aurais pas pu l'écrire avant. Vous n'auriez pas pu l'écrire. Pour tout un tas de raisons. Et je ne dis pas que je l'ai réussi, mais je suis sûr que je l'aurais raté. Il fallait aussi qu'apparaissent les archives, non? Non, elles ne seraient pas apparues, je l'aurais écrit quand même. Là, elles m'ont aidé énormément, ces archives, parce que c'était quasiment légendaire. Il y a, comme dans toutes les familles, il y a aussi des informations orales, quoi. Mais on parlait beaucoup de ces archives.
Cette vieille tante, voilà, parlait beaucoup de ses archives, mais qu'elle-même n'avait jamais vues, quoi. Et lorsqu'elle est morte, donc en 13, là, c'est à ce moment-là, quand j'avais vidé cette maison. En fait, il y a 3 pièces emplies du sol au plafond, quoi, des pièces que personne n'a jamais vues depuis des années. Et alors que cette maison est assez récente, quoi, enfin assez récente. Enfin, je le mentionne, hein, la construction, je sais pas, c'est fin des années 50, début des années 60. Mais tout le monde a toujours tout gardé depuis 1862. Mais elle-même n'a jamais regardé non plus, mais elle savait que c'était là, quoi. Et puis elle-même s'est mise à garder. Enfin, c'est quelque chose de psychopathe, hein, le truc, quoi. Et puis là, la grande chance, elles sont devenues un peu sacrées, quoi, ces archives, comme je le mentionne. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de ce départ en catastrophe en mai 40, où la mère ferme la maison, part avec les 2 adolescents. Et c'est longtemps après le père, donc le gymnaste, là, celui que j'ai lu tout à l'heure, quand il est libéré de son camp de prisonniers de Châteaubriand, il descend les retrouver dans le Midi au lieu de remonter. Et c'est encore des mois après qu'il écrit à un ami qui n'est même pas très proche de Soissons, qui est dans la Marne, à Fismes, et lui demande d'aller dans la maison et de prendre tout ce qu'il peut de ce qui traîne dans la maison et de mettre ça dans un coffre en banque. Et ce type, justement, n'est pas du tout de la famille, c'est un ami un peu lointain. Parce que ça aurait été fait par quelqu'un de la famille, là, il y aurait eu un tri. C'est-à-dire que dans cette maison, il y a déjà tout le bazar de 1860, enfin 1862 à 1940. Mais il y a des vieux journaux, voilà. Seulement, ce type ne se sent pas autorisé à trier. Alors que, bon, c'est de la petite bourgeoisie, alors il devait bien y avoir un peu de bijoux, d'argenterie, de machin comme ça, quoi. Mais par contre, il prend absolument tout ce qu'il trouve et il loue 2 grands coffres au Crédit Lyonnais de Fismes et il entasse tout cela. À la fois les vieux journaux, vraiment absolument tout, quoi. Et y compris, voilà, des choses que j'ai récupérées, comme l'Histoire de France de Michelet en 19 volumes, acheté en 1877 par celui qui est donc le hussard noir de la République, même si Pégui ne trouve la formule qu'en 1913. Et donc, ça va rester toute la Seconde Guerre mondiale dans ces coffres du Crédit Lyonnais. Et ils ne vont aller chercher ça qu'en 1946. Et mettre ça dans des malles, descendre ça dans le Midi, ils remontent ça ensuite en Bretagne quand ils arrivent dans cet hôpital psychiatrique, et personne ne regarde, personne n'ouvre. Moi, je les ai vus, enfin voilà, je les ai ouverts, quoi, et pas de manière scientifique, parce que ça devient, voilà, quelque chose d'un peu comme ça légendaire. Alors effectivement, c'est mieux que cette tante, je ne veux pas dire que c'est mieux qu'elle soit morte, mais enfin, elle est morte à un âge où on meurt, hein, elle est morte très largement nonagénaire. Et donc c'était mieux, en effet, pour moi d'avoir ces archives pour écrire ce livre, mais indépendamment de cela, de toute façon, j'aurais pas pu l'écrire avant. Non, il fallait aussi que je vieillisse, enfin, voilà. Il fallait faire le tour du monde. Oui, enfin, il y avait d'autres... Oui, non, c'est vrai aussi cette remarque, parce que finalement, même pour écrire sur la France, moi, je n'aurais pas pu le faire avant d'avoir écrit tous ces livres bien ailleurs, très loin. C'est un peu, il y a un peu de recul aussi là sur la France. C'est-à-dire que je vois un peu la France comme le Honduras, quoi. Enfin, il y a des choses qui m'étonnent, par exemple. Je la connais évidemment très bien, la France, hein. Je n'ai pas choisi ce passeport, mais enfin voilà, je connais évidemment toutes les préfectures, les sous-préfectures. J'en suis au chef-lieu de canton, enfin depuis le temps. Voilà, puis j'aime beaucoup me déplacer en France. J'aime immensément ce pays, immodérément. Enfin, ces paysages et voilà tout ça. Mais justement, on ne voit quelque chose que lorsqu'on est capable de le mettre un peu à distance, quoi. De la même façon que je ne suis devenu français, en fait, qu'à 23 ans, quand j'ai commencé à vivre au Moyen-Orient. Parce que vous êtes constitué comme ça. Sinon, quand on est môme, tout le monde est français. Enfin, enfin, en tout cas, à l'endroit où j'étais, et dans cet hôpital psychiatrique. Mais je le mentionne dans le livre, d'ailleurs. J'ai rêvé toute mon enfance d'enfin voir un étranger. On n'en voyait pas du tout à l'époque en province d'étrangers.
Une autre. J'aurais rêvé de rencontrer un Luxembourgeois. Ça aurait été tellement exotique. Oui. Pardon. Merci. Donc, dans les deux principaux romans qui ont été évoqués, hein, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'histoires, de la petite ou de la grande histoire, du reste. Il y a beaucoup de voyages, de déplacements. Ma question est, moi, ça me fait penser un peu à quelque chose de cinématographique. Donc, ma question est, est-ce qu'il y a une fascination pour l'écriture cinématographique dans votre œuvre littéraire? Est-ce que vous avez une influence ou des influences, peut-être à partir du cinéma? Je vois comme très imagés vos textes. Alors que répondre? Évidemment, de toute façon, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, oui, bien sûr, je n'écris pas comme si... Enfin, je n'écrirais pas comme ça si jamais de ma vie je n'avais vu d'œuvre cinématographique. Ça, c'est le cas de tout le monde, quoi. Mais comme de la même façon, j'ai entendu de la musique, j'ai vu du théâtre. Donc, oui, bien sûr. Mais ça, c'est en quelque sorte inévitable. Et il y a des références dans ces livres à des œuvres cinématographiques que je vénère. Et à certains cinéastes. Enfin, je pense à John Huston qui revient, mais parce que aussi c'est un cinéaste extrêmement littéraire, John Huston, qui a fait beaucoup d'adaptations. À la fois le Trésor de la Sierra Madre au Mexique de Traven, mais aussi African Queen en Afrique. Alors je retombe souvent sur... Et puis, à la toute fin, justement, une adaptation extrêmement risquée de Angels of Volcano. Voilà, oui. Mais c'est pour ça, dans ces livres, parce que ces livres... Bon, il y a tout de même beaucoup plus d'écrivains que de cinéastes dans ces livres. D'abord, partout, il y a ma bibliothèque mondiale rêvée dans ces livres. Dans le mexicain, il y a à la fois les grands morts, Juan Orulfo... Mais quand je travaille, bon, j'ai séjourné pour Viva, oui, puis c'est ma vie. Pendant 10 ans, une fois ou deux par an, louant le même appartement dans la Condesa à Mexico, j'ai évidemment lu toute la littérature et progressivement, j'ai rencontré les écrivains mexicains vivants qui sont dans Viva, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Mario Bellatin, Margot Glantz, voilà, Juan Villoro, etc. Et donc il y a évidemment davantage la littérature que le cinéma. Mais par contre, il y a des films... Non, il y a aussi Coppola, beaucoup dans Kampuchea, puisque Coppola, c'est à la fois... Enfin, le Apocalypse Now, vous le savez, est à la fois une transposition et une translation géographique du Cœur des Ténèbres de Conrad, qui donc est dans l'actuel Kisangani en RDC, et qu'il adapte et qu'il tourne aux Philippines, mais en plaçant, lui, au Cambodge, enfin à la frontière Vietnam-Cambodge dans le film. Donc évidemment, mais ça c'est un peu comme Jules Verne ou Graham Greene, c'est-à-dire des auteurs, enfin des artistes qu'on retrouve comme cela un peu partout sur la planète. Alors ça j'aime bien parce que je retrouve et dont je les utilise. Mais par contre, alors ça c'est la première partie de la question, je crois, c'est qu'en effet je suis cinéphile comme je suis lecteur, davantage lecteur, mais que par contre non, j'en ai complètement soupé du cinéma et que je n'écris pas des livres parce que je ne sais pas écrire de scénario de cinéma. Je crois même au contraire que l'un des critères, c'est qu'une œuvre littéraire, elle est inadaptable, enfin, parce que sinon, si on peut faire du cinéma, faisons du cinéma, enfin, vous voyez bien. Et je crois même qu'en grande partie, puis j'ai travaillé pour le cinéma, mais il y a très longtemps, hein, je pensais, comme beaucoup de jeunes auteurs, que j'avais trouvé la poule aux œufs d'or. Vous voyez comment ça fonctionne, le cinéma. Alors j'ai travaillé
J'ai travaillé sur des scénarios, j'ai travaillé en collectif et tout seul. Enfin voilà, j'ai travaillé sur les... Et puis j'ai appris comment on écrit les scénarios, etc. Mais justement ça, enfin ces livres sont totalement impossibles. Ça ne peut pas être du cinéma. Si ça peut être du cinéma, faisons du cinéma, quoi. Ça n'est pas infamant de faire du cinéma. Mais je crois même que l'écriture, d'ailleurs, je sais pas, des séries, par exemple, de scénarios, a libéré en quelque sorte la littérature de ça, peut-être même comme, je sais pas, à un moment, la photographie a libéré la peinture de cette calamité de devoir représenter le monde. Enfin, quand la photographie est arrivée, la peinture a complètement... s'est libérée complètement. Je crois que non, ce que peut la littérature, le cinéma peut énormément de choses, mais ce que peut la littérature, c'est tout autre chose que ce que peut le cinéma. Que la phrase, enfin l'œil qui glisse sur la phrase, où justement c'est bon dans le temps, ces jeux de... Il y a des choses qui sont beaucoup plus... Enfin, il faudrait entrer dans le détail, mais il y a un flashback au cinéma. C'est la plupart du temps extrêmement mauvais. Vous voyez, d'un autre côté, vous donnez un bon exemple, parce que une œuvre qui peut sembler totalement impossible à adapter au cinéma, c'est Enter the Volcano de Malcolm Lowry. Et puis néanmoins, Huston le fait, mais il le fait parce qu'il est Huston, parce qu'il a le pouvoir, voilà, qu'il a fait avant cette carrière énorme, etc., et que c'est un défi pour lui. Mais en même temps, le film de Huston, qui est pas mal, ça serait pas grand-chose s'il n'y avait pas le roman, enfin, qui est énorme, qui est, enfin, pour moi, l'une des plus grandes œuvres du XXe. Mais enfin, de la même façon, il y a eu un film sur pas la recherche, mais enfin le temps retrouvé, quoi, de ce Portugais là, qui a fait l'adaptation du temps retrouvé de Proust. Mais là, c'est pareil, c'est une espèce de jeu pour lecteur de Proust. Il a demandé à Alain Robbe-Grillet de jouer Charlus, je crois. Voilà, D'autres interventions? Questions? Visconti n'a jamais pu aller jusqu'au bout aussi de son projet d'adapter Le Temps perdu. C'était un des grands projets de Visconti. Il l'a poursuivi toute sa vie, mais c'était infaisable. C'est lui qui a fait tout de même La Mort à Venise, c'est lui, hein? Mort à Venise, Thomas Mann. Et là, ça, c'est une réussite, effectivement. Mais en même temps, c'est vrai qu'il s'agit d'une nouvelle et qu'elle est extrêmement narrative, qu'elle est extrêmement descriptive. Bon, oui, c'est jouable. Merci. Moi, j'ai une dernière question. Alors, tu nous as insinué que c'est la moitié que tu as écrit, donc, puis cette charnière française, ce pivot, donc ça va vers quelque part. J'ai ma petite idée, puisque en lisant Taba Taba, on sent que tu voyages. Pendant le livre, tu voyages beaucoup, hein, en Amérique latine, mais pas seulement. Donc, alors le prochain ou les prochains, ce sera quoi? Non, le prochain pour l'instant... Non, le prochain, c'est faire l'inverse d'Equatoria, c'est-à-dire une traversée de l'Atlantique au Pacifique à la hauteur de l'équateur, c'est-à-dire à peu près le fleuve Amazon et jusqu'au Galapagos, là, voilà, sur cette... Oui. Voilà, je crois que nous savons déjà, donc qu'il y aura au moins un livre, mais 5 autres sont planifiés, puisque c'est un projet de vie. Enfin. C'est un projet de vie, ce qui est, je pense, pour un écrivain, quelque chose d'assez unique, non, de savoir dès le départ, hein, qu'on va faire ça, qu'il y aura au milieu une charnière et que puis on puisse repartir. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, Patrick, hein, pour cette soirée. Puis merci à vous pour votre présence. Voilà. Merci.
Et merci. Merci.